Alors bonjour tout le monde et bonjour aux personnes en ligne aussi. On accueille aujourd'hui Roman Stadnicki. Merci d'être avec nous à l'IREMO. Avec plaisir. Donc Roman, tu es géographe, enseignant-chercheur à l'Université de Tours et directeur du département de géographie et aussi membre de l'équipe Monde Arabe et Méditerranée du laboratoire CITER. On te reçoit aujourd'hui pour présenter ton dernier ouvrage qui s'appelle Au-delà de Dubaï, projeter et produire la ville moderne dans le monde arabe. Tu as auparavant écrit L'abécédaire de la ville au Maghreb et au Moyen-Orient, qui est un ouvrage collectif, et Villes arabes, cités rebelles. L'urbanisme et la question de la géographie, c'est un sujet qui est important de traiter et qu'on souhaite traiter aujourd'hui à l'IREMO, parce qu'il permet de comprendre des choses essentielles sur les dynamiques de pouvoir dans un pays qui est assez centralisé, où le lien entre le territoire et le pouvoir est particulièrement fort, surtout dans une ville comme Paris. On a une histoire, par exemple, du déplacement du Palais Royal du Louvre vers Versailles pour, disons, se protéger des révoltes. On a aussi une histoire qui a été marquée par les grands travaux du 19e siècle pour assainir, moderniser la ville, mais surtout pour contrôler la population. Et puis plus récemment, l'histoire moderne, euh, on a, disons, l'utopie des villes nouvelles autonomes à partir des années 60, avec l'idée d'un État bâtisseur moderne qui serait en mesure de gérer la croissance urbaine et aussi la concentration urbaine. Et donc toutes ces thématiques, ce sont autant de liens qu'il y a entre notre histoire et celle des pays arabes. Et ce lien, il est assez étroit aussi parce qu'il y a une coopération qui est importante entre la France et les pays arabes sur ces thématiques-là. Voilà. Et donc, cet ouvrage, c'est le fruit de 20 ans de travail sur le terrain, dans des villes très variées. On a d'une part Le Caire, donc une ville immense, une ville rebelle aussi, hein, de 23 millions d'habitants, capitale d'un pays qui est à 115 millions d'habitants aujourd'hui et qui gagne plus d'un million d'habitants par an, ce qui dépasse largement les prévisions voilà, démographiques. On a aussi des villes comme Dubaï et Koweït qui sont des villes des monarchies du Golfe, qui illustrent bien la dépendance des pays, non seulement aux hydrocarbures, mais aussi à la main-d'œuvre étrangère, qui sont principalement habitées par des populations étrangères, donc des villes ultra modernes. Et une ville comme Sanaa, une des plus vieilles villes du monde, où ont été construits les premiers immeubles de l'humanité, et donc où se sont posées en fait les premières questions urbaines à grande échelle, on va dire, et qui aujourd'hui est une ville en guerre, donc des paysages très variés. L'ouvrage que tu vas nous présenter aujourd'hui nous interroge sur la notion de modernité dans les villes arabes. Tu démontres en fait que la modernité, elle se négocie entre les différentes composantes d'une ville à travers une tension constante qu'il y a entre la projection et la production d'une ville. Cette tension, elle émerge au sein de paradoxes entre les ambitions politiques, les aspirations économiques et les pratiques et les mobilisations sociales des acteurs qui font la ville. Parmi les thématiques que tu abordes, un des points qui est essentiel qu'on va mettre en avant aujourd'hui, c'est la spécificité de la modernité dans les pays du Sud, notamment des pays qui sont particulièrement vulnérables et à la mondialisation et à l'éclatement en fait de la centralité, ce qui fait que les effets de la modernité sur l'urbanisme sont particulièrement exacerbés sur ces territoires. Et, euh, et donc, c'est dans les pays du Sud, selon toi, que les nouvelles matrices, on va dire, de la modernité urbaine apparaissent. Et l'avantage d'avoir un géographe aujourd'hui, c'est qu'on va pouvoir travailler avec des cartes et illustrer un peu notre échange. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui. Ce que je propose, c'est qu'on commence par s'immerger sur le territoire et que tu nous présentes un petit peu les différents urbanismes des régions, des territoires sur lesquels tu as travaillé et aussi des types de vie qu'on peut y mener. Rien que ça. Merci beaucoup, cher Camille, pour cette. Merci à l'IREMO de cette invitation et merci à toi d'abord de cette présentation très, très complète. Je crois que j'ai plus grand-chose à dire en fait. On va écourter puisque tu as très, très bien synthétisé le propos du livre. Et tu as rappelé que j'avais, et donc un mot pour dire aussi d'où je parle, que j'avais effectivement arpenté plusieurs villes dans le monde arabe donc que cette généralisation au monde arabe sur la couverture est un peu abusive. Mais il faut bien faire des titres pour essayer de vendre quelques livres, mais je me suis limité à enquêter au Yémen, à Sanaa, dans le cadre de ma thèse de doctorat, et puis donc où j'ai passé 2 ans, puis au Caire dans le cadre d'un post-doctorat où j'ai passé 4 ans. Et puis, depuis une quinzaine d'années, je vais régulièrement dans certaines villes du Golfe, donc aux Émirats, au Koweït, au Qatar aussi, dans une moindre mesure. Donc, tu as raison de rappeler que donc c'est de là que je parle, c'est depuis ces terrains à partir desquels j'ai regardé des choses en plus différentes. Hein, voilà, la croissance urbaine au Yémen, les soubresauts politiques en Égypte et leurs effets
sur la ville du Caire, et puis les grands projets dans le Golfe. Donc je regarde des choses dans des villes très différentes. Et ces villes sont effectivement très, très, très différentes, mais moi, en fait, c'est pas tellement ça que j'ai souhaité relever, leur faible comparabilité. C'est plutôt, effectivement, ce qui pourrait les réunir. Et je pense qu'il y a dans le processus d'urbanisation des éléments, à condition de ne pas regarder que les effets et le résultat final, qui peuvent mettre en regard justement ces différents terrains, aussi différents soient-ils. Tu parlais de l'éclatement de la centralité. Là, on retrouve de Sanaa où l'objectif a été, à l'époque contemporaine, très vite de sortir des murs, de sortir de la ville ancienne, de sortir de ces hauts immeubles pour faire des villes plus étalées, répondant plus aux standards internationaux. Au Caire, avec ses projets de ville nouvelle, on en reparlera jusqu'au paroxysme de nouvelles capitales en ce moment. Dans les villes du Golfe où le centre-ville se déplace tous les 15 ans dans une ville comme Dubaï. Voilà des processus, donc dans la fabriques urbaines contemporaines qui sont comparables. Il y en a d'autres autour voilà, de l'administration, de la gestion politique administrative de ces villes. Et puis, depuis 2011, il y a aussi quelque chose du point de vue des mobilisations. Toutes ces villes, certes avec intensité différente, mais Manama à Bahreïn, Koweït, Sohar au Sultanat d'Oman, ont connu des manifestations de moins grande ampleur que celles de Sanaa et que celles du Caire. Mais il y a quelque chose aussi là, du point de vue de l'expérience de la mobilisation, du point de vue de la confrontation entre la rue et l'appareil gouvernemental, quelque chose quand même que l'on peut regarder aussi pour, non pas comparer, mais pour tenter quelques généralisations à partir, en études urbaines toujours, à partir de ces villes. Et puis il y a beaucoup de circulation entre ces villes. Il y aurait 600 000 Égyptiens à Koweït, il y a une communauté yéménite désormais très importante au Caire. Moi, quand j'étais à Sanaa, je voyais non pas des Koweïtiens, mais les promoteurs immobiliers koweïtiens venir investir dans les nouveaux quartiers de Sanaa. Donc, il y a là aussi des logiques quand même de circulatoire qui rapprochent aussi ces terrains. Alors, comment on y vit dans ces villes, c'était ta question, je ne vais pas me risquer à une réponse aussi là qui prendrait trop de temps, mais en un mot, ce qu'il faut aussi dire, c'est que dans, je dirais, les images ou dans l'imaginaire collectif que l'on peut avoir sur ces villes, donc la vieille ville de Sanaa, par exemple, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, les skylines des villes du Golfe, mais aussi ces villes nouvelles du Caire, nouvelles capitales, etc., dans toutes ces formes typiques, en tout cas bien, bien présentes dans l'imaginaire collectif, ne vit qu'une infime partie des populations urbaines de ces villes. Donc il faut commencer par dire cela, c'est-à-dire que sur le lieu de vie de la majorité démographique, dans toutes ces villes, on n'a pas ou on a très peu de représentation. Ce sont des villes sans qualité, urbanisation entre guillemets, urbanisation plutôt relevant de processus d'autoconstruction, donc de l'informalité en Égypte. 60% de la population du Caire vit dans ce qu'on appelle des quartiers informels. Dans les villes du Golfe, on a 20-30 kilomètres de compounds où vous avez des villas en préfabriqué produites par centaines pour loger les populations nationales. Donc voilà, on a ce contraste, hein, je dirais ça, ce contraste entre les images que l'on a de ces villes qui sont finalement qui sont aujourd'hui habitées par une toute petite partie de la population. Donc il faut les regarder ailleurs. C'est aussi ce que j'essaye de faire ici, dans les villes, voilà, dans l'urbanisation plus ordinaire de ces villes pour comprendre voilà, les modes d'habiter, on dit en géographie, la façon de vivre aujourd'hui ces villes. Très bien, merci. Tu proposes plusieurs définitions de la modernité dans ton ouvrage. Donc, laquelle est-ce que tu retiens et pourquoi est-ce que tu estimes que c'est dans les Suds Oui. que on expérimente le mieux, pardon, la modernité urbaine aujourd'hui? Alors, je ne sais pas si la modernité, c'est une notion compliquée, avec une charge euh, théorique plutôt occidentalo-centrée. Et c'est vrai que c'est difficile de se débarrasser aussi de ces visions occidentales de la modernité qu'on plaque un peu aussi sur les terrains d'Orient, hein, entre guillemets. Et en études urbaines, on retrouve aussi cette vision un petit peu occidentalo-centrée de la modernité. Mhm. Moi, je l'ai retrouvée quand j'ai vu qu'il y avait une littérature abondante sur le modernisme, ce qui n'est pas la modernité, j'y reviendrai, mais sur le courant architectural qui a produit hein, beaucoup justement d'architecture dans les villes du Golfe, au Koweït, etc.
qui part en quelque sorte aussi de nous, hein, qui part en quelque sorte des architectes de l'Occident invités pour se faire un peu la main sur ces villes, dans ces villes émergentes. Donc beaucoup de choses sur ce courant moderniste, beaucoup de choses aussi un peu vite dites sur l'hypermodernité du Golfe, de Dubaï, ou une surmodernité ou une postmodernité, donc quelque chose qui nous aurait finalement dépassé. Et j'étais pas satisfait vraiment de ces lectures. Je trouvais qu'elles partaient un peu trop en tout cas des points de vue occidentaux. Donc moi, finalement, je ne suis pas arrivé avec une définition de la modernité, je suis arrivé en essayant de saisir et de ramener la définition des autres, de ceux qui la mettent en pratique et en œuvre, justement dans les politiques et dans les projets urbains. Et là, j'ai vu qu'il y avait un champ lexical important, pas seulement un champ lexical, mais que c'était une notion qui était opérante, qui revenait beaucoup dans les discours, dans l'iconographie urbanistique, qui donc produisait un matériau tout à fait discursif, iconographique tout à fait dense, qui produisait des objets urbains, des nouveaux quartiers, des nouveaux projets. Donc, je trouvais que c'était intéressant de repartir de ça. Et c'est pas parce que nous on décrète ici que c'est terminé, qu'on est passé à la postmodernité, que ailleurs ça n'est pas quelque chose qui est mobilisé. Donc voilà, ça c'est le premier positionnement. Après, pour en revenir aux études urbaines et au sud, puisque tu évoques ça aussi, je pense deux choses. Je pense que en tant que géographe, moi j'ai eu aussi à cœur donc, de repartir de ces appropriations locales de la modernité, de la présence de cette notion chez les acteurs urbains. Et donc, je suis reparti de ça et j'essaye de placer ma définition, puisqu'il faut prendre quelques risques, y compris théoriques, et donc essayer de faire avancer le débat, même conceptuel. Je pense qu'elle se situe, ma définition, dans ce qu'il se passe, dans ce qu'il advient, dans un espace-temps entre les projections dans la modernité qui investissent donc la notion, qui la clament et la proclament, et les productions matérielles, les livraisons urbanistiques, pour le dire rapidement. Et on a trop rapidement soit regardé l'un, soit l'autre. Donc, qu'est-ce qui était projeté? Ça fait couler beaucoup d'encre, etc. Ou alors, qu'est-ce qui était réalisé? Et il se passe beaucoup de choses voilà, dans cet espace-temps entre la projection et la production. C'est là, pour moi, que j'investis, j'essaie de construire peut-être une définition de modernité urbaine. Et alors, ça tombe bien parce que dans les villes dans lesquelles je travaille, eh ben, il se passe ce que Walter Benjamin, on peut travailler sur la modernité au sud et convoquer quand même quelques auteurs du Nord du 19e siècle, et ce que Benjamin appelait le choc de la métropolisation, c'est-à-dire que ce qu'il voyait lui à Berlin au 19e se produit probablement, dans des logiques très différentes, etc., avec la même intensité. C'est-à-dire que le passage de société majoritairement rurale à société majoritairement urbaine, dans des espaces qui ont aggloméré, sédentarisé, etc., quantité innombrable de population, je crois qu'il y a vraiment un choc de la métropolisation que j'ai vu à Sanaa il y a 20 ans, qui se produit encore aujourd'hui du Caire dans le Golfe. Et donc, il y a de la matière pour nous, il y a de la matière à penser notamment la géographie urbaine à l'aune de cette modernité dans son rapport entre le projet et le produit. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. En regardant cela, en regardant comment ça évolue, en regardant comment on passe du projet à la mise en œuvre du projet, en regardant aussi, et c'est très important, comment dans ce moment-là, dans cet espace-temps, eh bien, ça vient aussi un peu rencontrer parfois des oppositions ou parfois des difficultés de mise en œuvre. Voilà, donc il y a dans ce grand moment de très forte métropolisation, il y a, voilà, moi en tout cas j'ai considéré qu'il y avait cette matière-là et que ça justifiait aussi de remobiliser une notion un peu galvaudée, un peu occidentalo-centrée, qui était la notion de modernité. Très bien. De toute façon, on va l'illustrer par la suite aussi avec certaines images qu'on va voir ensemble. Avant ça, une question sur euh, l'histoire, on va dire, de l'urbanisme. L'urbanisme contemporain dans le monde arabe, il est très lié à une série de réformes qui s'inscrivent dans une volonté d'accélérer le passage à la modernité, justement. Et il y a une tension constante dans ces réformes dans l'évolution de l'urbanisme, entre une politisation
de l'espace, et en même temps une dépolitisation de l'image de la ville de la part des différents régimes de la région qui prend des formes différentes. Et donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette relation complexe qu'il y a Ouais. entre le pouvoir politique et l'urbanisation? Euh, oui, là aussi, c'est un sujet vraiment très, très important. Juste pour pour traiter rapidement la question, je pense que d'abord, sur cette question du réformisme, c'est vraiment un travail de longue haleine. C'est-à-dire que je pense qu'il faut aussi battre en brèche l'idée reçue qui, notamment pour les villes du Golfe, consiste à penser que du génie de quelques émirs et des flux constants des hydrocarbures ont pu sortir de terre les agglomérations que nous avons aujourd'hui. Tout ça, il y a peut-être un petit peu de ça, c'est la légende si vous voulez, mais il faut aussi reconsidérer le rôle de l'administration, reconsidérer le rôle de l'administration et le rôle des gouvernements dans leur volonté d'investir le cadre urbain, d'investir le cadre urbain en créant des institutions, en mettant en œuvre un certain nombre de réformes. Et tout ça, c'est une tradition pour le coup de modernité, une tradition de modernité ancienne, notamment si l'on part du Proche-Orient et que l'on remonte aux Ottomans qui, à travers leur grande vague de réformes dites Tanzimat, ont aussi tenté de réformer, de rationaliser hein, le cadre urbain. Les mandats français au Liban ont prolongé le trait. Puis ensuite est venue la grande époque des réformes dites libérales, sous l'impulsion des institutions, FMI, etc. Et puis encore aujourd'hui, ce que fait l'armée qui porte ce projet de nouvelle capitale au Caire, en créant une institution ad hoc pour prendre en charge le développement urbain, on est là dans quelque chose finalement qui vient remontrer l'épaisseur, hein, l'épaisseur d'un réformisme urbain avec des idéaux, des cadres idéologiques différents, des moyens différents, mais qui est important aussi à rappeler pour comprendre les villes contemporaines que nous avons aujourd'hui. Et alors, sur cette tension politisation-dépolitisation, bien sûr, il y a aussi un agenda caché de ces gouvernements qui cherchent à travers la ville à contrôler, ou en tout cas à prévenir peut-être aussi forme d'opposition, de mobilisation. On a longtemps dit ça aussi. Je pense au travail de mon collègue Pascal Ménoret au sujet de l'Arabie Saoudite qui a montré comment cet étalement urbain relevait d'une forme de contrat tacite passé avec la population. En gros, on vous donne une villa, l'accès aux loisirs, etc. En échange de ça, votre participation à la vie politique, en gros, sera très secondaire. Sauf qu'on a vu que ça avait aussi ses limites, c'est-à-dire que ce même Pascal Ménoret a montré que dans les banlieues de Riyad, ces jeunes à qui potentiellement voilà, le gouvernement avait offert logement et bitume, le titre de son bouquin s'appelait Royaume d'asphalte, comment tout ça finalement avait créé aussi des formes de rébellion urbaine avec des scènes de délinquance, de vol de voitures, d'acrobatie, etc. Et qui constitue selon lui une sorte de mouvement politique. C'est-à-dire que ça a ses limites, ça, si vous voulez, d'essayer de tenir voilà, par la ville, par la ville nouvelle, sécurisée, fermée en périphérie, par des kilomètres d'étalement urbain. Ça a ses limites. Et même au Caire, il y a même certaines villes nouvelles dans le désert dans lesquels l'entrée est filtrée, etc., qui ont connu des mouvements, des manifestations en 2013, notamment au moment de la deuxième vague de grandes manifestations qu'a connu le pays. On s'est opposé entre pro et anti-frères musulmans dans les villes nouvelles, l'une d'entre elles en tout cas qui s'appelle Rehab, en banlieue du Caire. Donc voilà, donc on crée en quelque sorte, voilà, où on tente de dépolitiser, entre guillemets, à travers la forme urbaine, et ça revient par là aussi, c'est-à-dire que c'est aussi voilà, par cette tentative de dépolitisation urbaine que peuvent revenir de nouvelles formes de politique par le bas en réalité, hein, ou de mécontentement qui apparaissent de ces formes-là. Donc la tension est permanente en fait, elle est permanente et elle est toujours vive aujourd'hui, je crois. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que le contrôle de la terre, l'urbanisme, c'est aussi un appui en fait sur lequel l'impression qu'on a, c'est que c'est aussi un appui sur lequel le pouvoir va se consolider. En Égypte, par exemple, on sait que c'est l'armée qui contrôle une grande partie des terres du pays. L'actuel premier ministre qui est en poste depuis 8 ans
Et Moustapha Madbouli a été avant ministre du Logement et donc Ouais. une importance politique très forte avec tous les grands projets d'urbanisme qu'il y a dans le pays. Et puis après, on peut penser à la carrière de MBS, donc Mohamed Ben Salman, le prince héritier saoudien, qui a en partie appuyé son ascension au pouvoir sur des projets comme The Line, Neom, qui sont d'ailleurs remis en cause actuellement et qui permettent de s'interroger sur son rôle dans Mm. le pouvoir. Ça, ce sont deux cas très intéressants. Moustapha Madbouli, effectivement, ministre du Logement, et avant cela, euh, Banque mondiale, je crois. Ouais. non, il a fait un petit pantouflage, on va dire, Oh. par l'ONU, Ah la oui. branche habitat de Ah l'ONU. oui. Et avant cela, il a été directeur de l'agence d'aménagement du territoire égyptien. Vous voyez, je parlais du poids aussi de l'administration urbaine, territoriale importante dans ces pays. Donc, voilà la carrière du Premier ministre actuel. Et je dis ça parce que ça a été vraiment le grand défenseur des villes nouvelles. De ces villes nouvelles, au nombre de 12 dans le désert du Caire. Ça a été le grand défenseur, le grand porteur de ces projets, envers et contre tout, parce qu'il a vu la critique qui a été portée aussi à ces villes nouvelles qui n'ont pas rencontré le succès escompté. Et envers et contre tout, il a défendu ce modèle et il a jusqu'à porter le modèle de nouvelle capitale. Donc on voit que ça paye politiquement, jusqu'à effectivement le voir promu ministre du Logement, ministre et Premier ministre aujourd'hui du président Sisi. Pour le cas saoudien, le grand projet NEOM, qui devait donner lieu à un certain nombre de grands projets urbains, notamment cette ville nouvelle de Line, a été vraiment un projet pour dire, de personal branding du prince héritier lui-même. C'est-à-dire que MBS a joué quasiment, enfin c'est donné en entier, a joué sa réputation en promouvant lui-même ce grand projet. Là encore, il faudra voir. On est probablement dans un moment aussi là la guerre n'aidant pas de diminution des investissements. Le projet a été revu à la baisse, etc. Mais je veux dire, ça c'est quasiment secondaire. C'est-à-dire que le prince héritier a travaillé son image à partir de cela, est apparu comme le grand modernisateur de. Donc tout ça pour dire que effectivement, c'est l'urbanisme, la ville est une forme de euh, possibilité pour les gouvernements de renforcer ce que un collègue qui s'appelle Marc Valéry, qui connaît bien le Golfe aussi, appelle la légitimation autoritaire. C'est-à-dire que à travers les projets urbains, à travers les grands projets de villes nouvelles dans lesquels le pouvoir s'implique personnellement, c'est là le moyen de légitimer, en quelque sorte, une forme de pouvoir politique et économique grandissant. Pourquoi politique et économique? Parce que il faut regarder les montages derrière ces grands projets. Vous avez souvent des montages très sophistiqués avec des fonds souverains tenus souvent par les mêmes gouvernements, avec des joint ventures passés avec donc, des grands partenariats publics-privés passés avec de grandes multinationales qui sont également très proches du pouvoir. Donc à chaque fois qu'un projet de ce type voit le jour, les montages politico-économiques se produisent et renforcent la place tout simplement des gouvernements dans l'économie urbaine, dans l'économie, même quand le produit d'appel, si j'ose dire, pour Neom en Arabie Saoudite, ne verra pas forcément le jour, mais que entre-temps, le montage aura été consolidé et que les investissements seront détournés. Alors c'est le cas dans l'intelligence artificielle aujourd'hui en Arabie Saoudite. Donc voilà, donc ça vient vraiment renforcer cette légitimation autoritaire, mettre les pouvoirs au centre, les mettre au centre de l'économie et les mettre au centre de la communication. Mais attention, c'est-à-dire que il faut pas s'en tenir à ça. Ça montre aussi quand même une forme de limite aussi de ces pouvoirs à répondre à la demande sociale. C'est-à-dire que ces grands projets dont on parle, je l'ai dit pour le cas du Caire, ne sont pas les lieux où vont habiter la majorité des populations. Donc pendant qu'on fait des villes nouvelles et des nouvelles capitales au Caire, on néglige, en quelque sorte, 60% de la population qu'on laisse vivre dans des quartiers dans lesquels il manque à peu près tout. Vous avez une école pour 200 000 habitants, très peu d'infrastructures, etc. Alors, parfois, on va venir ici et là démolir pour laisser passer une infrastructure ou réhabiliter vraiment au compte-gouttes. Mais donc ça montre aussi, donc le renforcement des pouvoirs d'un côté montre aussi sa limite sa négligence ou son incapacité ou sa faible volonté à répondre à la demande sociale, à gérer l'existant, à répondre à la demande sociale et à sortir de cette logique de rentabilité
et d'urbanisation par l'offre et non par la demande ou pour la demande. Produire, voilà, produire toujours de nouvelles formes urbaines et ne pas aller gérer ce qui concerne la plus grande partie de la population. Et là aussi, il y a une tension. Et donc, est-ce qu'on peut considérer finalement que donc, cet espace urbain, c'est devenu une forme de rente à la fois financière et politique? Financière parce qu'il s'agit donc d'entretenir des liens économiques, mais aussi de préparer l'après-rente des hydrocarbures dans les pays du Golfe, et politique parce que aménager le territoire, c'est une promesse d'espace vivable pour une partie de la Hum. population, mais c'est aussi, en fonction de la forme que va prendre la ville, une indication indiquée aux partenaires internationaux et pour s'inscrire dans des alliances politiques au niveau international. Oui, oui, rente économique, rente politique et rente symbolique aussi, mais ça revient à parler des deux précédents leviers. C'est-à-dire qu'il faut peut-être rappeler quand même que pourquoi rente économique? Parce que il y a la conviction de l'Égypte au Golfe que l'urbanisation peut générer une nouvelle rente, peut générer, voire remplacer la première rente qui est celle des hydrocarbures, donc produire une rente de substitution. Donc c'est pour ça qu'on met beaucoup d'énergie dans l'extraction d'une nouvelle rente foncière et immobilière. Foncière, il suffit que l'État brade les terrains ou l'armée brade les terrains aux promoteurs pour produire de la valorisation et immobilière, parce que une fois que c'est là, les promoteurs vont pouvoir encourager les habitants ou les investisseurs à accumuler du capital dans ces. Donc rente immobilière, rente foncière, il y a là la croyance que l'on pourra remplacer une rente par une autre, en tout cas voilà, extraire une nouvelle rente et diversifier l'économie. Vous savez que c'est l'enjeu principal notamment. Donc ça participe de ça. Après, ça peut agréger d'autres formes d'économie diversifiée, mais donc il y a vraiment cette croyance-là. Après, ça va parfois un peu vite, il y a un effet d'emballement. C'est-à-dire que Dubaï a à peu près réussi son pari. L'immobilier, ça doit être 10% du PIB de Dubaï, mais c'est un chiffre qui ne dit pas grand-chose parce que un terrain favorable à la création d'autres formes d'économie, de commerce, de tourisme, etc. Donc, en gros, donc c'est vraiment le moteur, la force motrice de la diversification économique. Mais ce qui marche à Dubaï, à moitié d'ailleurs, parce que quand Dubaï connaît une crise économique, c'est Abu Dhabi, la capitale de la fédération, qui vient renflouer les caisses. Mais disons que le modèle de diversification a à peu près fonctionné à Dubaï, mais ça marche pas forcément dans d'autres pays. Où finalement, pays notamment plus périphériques dans le Golfe, comme le Koweït, etc. L'Arabie Saoudite, on vient de le voir avec ses échecs inavoués, ses fiascos inavoués. C'est-à-dire que euh, ne fait pas Dubaï qui veut. Hein. Voilà, donc il faut quand même un écosystème qui n'existe pas forcément ailleurs et qui parfois peut aussi produire une multiplication justement d'échecs, de fiascos parce que l'appareil se lance un peu vite dans ces projets urbains de diversification économique qui ne sont pas tous peut-être préparés comme il se devrait. Euh, et donc, donc la rente, voilà, c'est ça. En fait, il faut pour recomprendre la rationalisation de cette rente économique de substitution, il faut réexpliquer aussi, notamment un peu cet effet Dubaï, comment Dubaï a laissé peut-être penser que ça allait partout dans la région pouvoir produire des effets équivalents. Mais encore une fois, c'est une rente politique, c'est une rente symbolique parce que c'est comme ça qu'on construit une réputation aussi, une réputation internationale. Donc et tu l'as très bien dit aussi, et j'en parle aussi à quelques endroits du livre, c'est aussi ce qui permet de faire de la diplomatie. C'est-à-dire que Abu Dhabi a signé un accord avec le Kazakhstan il y a une quinzaine d'années, et dans cet accord, il y a une tour, la plus haute du Kazakhstan, produite par le principal promoteur d'Abu Dhabi qui s'appelle Aldar. Plus récemment, les Émirats ont acheté un bout de la côte nord égyptienne, Ras El Hekma, pour aussi y produire des resorts, etc. Et ça, ce sont en fait, ces produits urbains et architecturaux ne sont que la face émergée d'accords internationaux, d'alliances, de partenariats internationaux renouvelés, géostratégiques, géoéconomiques, mais qui commencent par ça. Et qui souvent s'arrêtent un peu à ça. J'ai essayé de demander un petit peu où en était le partenariat Émirats-Kazakhstan, et on en revient souvent à cette grande tour à Astana aujourd'hui. Donc,
Voilà, encore une fois, il ne faut pas s'arrêter souvent au produit fini et voir ce qu'il révèle et ce qu'il dissimule aussi, parfois. Mais en tout cas, tout ça participe à cette mécanique de la rente économique, politique, symbolique, comme tu le remarquais. Je propose qu'on regarde ensemble, qu'on analyse des images de panneaux publicitaires, qu'on analyse les dérives, les excès de la frénésie immobilière dont tu as parlé, en fait, qui symbolisent toute cette idée de projection de la ville. Euh, oui, parce que donc moi je me suis aussi intéressé dans le livre à montrer peut-être non pas un envers du décor, mais et à montrer justement quels pouvaient être les effets ou les contre-effets de cet investissement total et permanent dans l'urbain. Euh, et donc même dans une ville où ça a pourtant plutôt bien fonctionné, qui est Dubaï ici, eh bien là on a un méga projet qui devait s'appeler City of Arabia, qui a été donc porté et qui a impliqué l'émir lui-même et toutes les coalitions d'acteurs politico-économiques de Dubaï au service de ce méga projet et qui est tombé à l'eau tout simplement euh, avec la crise financière de 2008. Euh, et c'est étonnant de voir que ce projet, alors que les caisses ont été renflouées, je le disais, par Abu Dhabi, ce projet a été totalement abandonné. C'est-à-dire que tout ce qui a été mis en pratique, les piles de master plans, des cabinets de conseil internationaux, les architectes mobilisés, tout ça a disparu. Tout ça a disparu et City of Arabia n'existe plus que sur aujourd'hui ces images d'archives. Donc je trouve que c'est très important aussi de voir et de collectionner aussi ces archives pour voir que eh bien, ce sont des modèles qui se cherchent aussi, très frénétiques. Alors à Dubaï, on peut faire autre chose. Depuis, il y a eu Burj Khalifa et puis tout le sud de Dubaï se développe aussi de manière très, très vite. Mais là, City of Arabia, en l'occurrence, est un projet qui a été abandonné. Et j'avais mis aussi, je crois, une ou deux autres photos pour évoquer, alors ici, plutôt pour évoquer l'importance de l'image et de la publicité. C'est-à-dire que on peut démolir et reconstruire en simultané. Et reconstruire, donc on est ici dans le centre-ville de Doha au Qatar, où on a détruit une partie très importante du centre-ville pour reconstruire deux choses, un quartier un peu éco-quartier, hein, je mets beaucoup de guillemets, mais important parce que ça permet aussi de générer de l'attention et de générer des labels, des grandes organisations branchées écologie urbaine. Et puis une vieille ville qui manquait à Doha reconstruite selon les récits des voyageurs, etc. Et donc on a détruit un centre-ville qui marchait plutôt bien, mais qui était occupé par les travailleurs issus du sous-continent indien et qui avaient donc occupé souvenez-vous, j'en ai parlé au début, ces premières formes urbaines émergeant dans les années 50-60 qu'on avait qualifiées de modernistes ici, parce qu'on avait envoyé des architectes occidentaux pour construire les premiers immeubles en quelque sorte de Doha. Mais tout ça est devenu un peu obsolète, dépassé. Euh, la ville s'est développée ailleurs, donc on a tout détruit. Et puis on a reconstruit. Donc là, c'est plutôt, on va dire, un succès urbanistique, mais qui a beaucoup aussi été travaillé par l'image. Et cette image a permis aussi de jeter un voile sur une forme de violence aussi de cette opération urbaine, puisqu'il a fallu déloger, déguerpir en quelques semaines et déloger tous ces occupants dans des compounds situés à 30 ou 40 kilomètres de Doha, où je suis allé aussi pour suivre ces populations. Et puis peut-être une troisième image évocatrice aussi. Euh, Tout autre exemple, révélant aussi à la fois la frénésie urbanistique et la frénésie communicationnelle et iconographique autour de l'urbanisme. C'était un projet à Koweït, projet de Heritage Village, dans cet engouement euh, à vouloir réinvestir le patrimoine qu'il manque aux villes du Golfe. Et ce projet n'a pas pu se faire. Je passe ici sur les raisons, il y en a plusieurs, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que depuis à peu près 7 ou 8 ans que le projet a été interrompu, eh bien régulièrement on change les affiches, on les renouvelle, avec des slogans voilà, très patrimoniaux, comme ça, vantant un petit peu les mérites de la culture urbaine, soi-disant ancienne de Koweït. Et donc c'est presque performatif, c'est-à-dire que vous pouvez prendre le taxi et aller à Heritage Village, on vous emmènera sans problème, alors que finalement le projet n'existe pas, il est simplement ceinturé d'images et les images sont régulièrement remplacées pour donner l'illusion
l'illusion de la continuité finalement. Donc voilà trois images qui évoquent un petit peu tout ce rapport aussi à partir de ce que tu évoquais sur cette obsession de la rente, d'une nouvelle rente urbaine, de voir aussi quand même dans le détail quelques effets ou contre-effets de cet engouement parfois un peu trop rapide pour la ville, pour le patrimoine, pour les nouveaux projets urbains, puisqu'il y a un long catalogue aussi de projets inachevés dans ces villes. Et donc à ces projections se confrontent les productions de la ville. On a un exemple derrière nous qui sont les soulèvements sociaux, la rebellité du Caire. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire la manière dont, le choc qu'il y a en fait entre voilà, ces ambitions et ce qui se passe? Ben, oui, parce que c'est aussi, je pense, important. La modernité ne doit pas être regardée, encore une fois, qu'à partir de celui qui la revendique ou qui la porte ou qui la met en image et en discours. Elle doit aussi, je crois, se regarder dans son expérience, dans son expérimentation, justement, ou dans la confrontation entre le haut du politique et le bas des pratiques, hein, pour le dire assez rapidement. Donc on évoquait les révolutions, les mobilisations de 2011 qui ont, encore une fois, mis ces pays au devant de la scène et puis créé plus que ça, peut-être même une sorte de nouvelle universelle de modernité, hein, dans cet effet domino bon, qu'on a eu du mal aussi à comprendre au moment où où on le voyait. Mais il y a, je crois, dans les villes, telles qu'elles ont été justement produites dans leur époque contemporaine, il y avait peut-être des signaux aussi, un peu avant-coureurs. C'est facile de le dire a posteriori. Mais pour qui connaît le Caire, on a vu dans les années 2000 émerger des mouvements citoyens pour le droit au logement, pour justement la demande d'équipement de ces fameux quartiers informels appelés Ashwayat en Égypte. On a vu différentes manifestations émerger dans ces villes très vite développées. Donc ensuite, alors ça n'est pas évidemment le seul facteur de ces révolutions arabes. Il y en a d'autres, bien sûr, hein, les pouvoirs usés, je n'y reviens pas, etc. Mais en regardant à la fois les racines urbaines et puis en voyant aussi la réponse des gouvernements pour éteindre, hein, ces mobilisations, qui est aussi une réponse urbaine. La place de la Perle à Manama a été entièrement détruite. Il n'y a plus de place dans le centre-ville de Manama à Bahreïn. Il n'y a plus une sorte d'autopont pour empêcher que cela se reproduise. Il y a cette nouvelle capitale au Caire dont l'objectif est aussi, en déplaçant toutes les institutions, toutes les administrations dans une ville très contrôlée, de prévenir de futurs rassemblements. Il y avait la place Tahrir accueillait 1 million de manifestants à la grande époque en 2011-2012. Ça ne sera plus possible techniquement dans cette nouvelle capitale. Donc voir la réponse urbaine à ces soulèvements urbains montre bien qu'il y a là aussi, voilà, à travers la ville, le terrain d'expression de mobilisation et aussi le terrain d'une contre-révolution, puisque pour tenter de prévenir de prévenir l'aménagement ou de prévenir la mobilisation par des formes d'aménagement très sécuritaires, etc. Avec les limites que cela peut avoir, encore une fois, pour le cas j'évoquais les manifestations de Rehab qui se sont produites, qui montrent bien que même en sécurisant, même en contrôlant, on n'éteint pas complètement les mobilisations. C'est déjà la distance. Là, enfin, moi, je ne veux pas m'empêcher de penser à Versailles une nouvelle fois. Quand on voit la distance entre le Caire et la capitale administrative, hein, qui est Ouais. à 60 km du centre. Et puis, on peut peut-être regarder la slide d'après et te laisser un peu analyser Ouais. cette ville par zoning, en fait, hein, par fonctionnaliste, utilitariste, en fait, hein. Alors, si on revient, donc voilà le projet de nouvelle capitale qui n'est pas, peut-être l'image d'avant, qui n'est pas, encore une fois, dont l'objectif n'est pas seulement de déplacer Tahrir et de déplacer les institutions donc d'effacer cette mémoire révolutionnaire d'une ville rebelle, etc. L'objectif, c'est aussi pour le président Sisi de refonder la République, c'est son vœu politique, hein, une sorte de nouvelle République, incarnée par ce projet urbain qui révèle aussi
ces partenariats avec plutôt des pays du Sud global, pourrait-on dire, Chine, etc., Émirats, Arabie Saoudite, qui sont pas très loin. Mais urbanistiquement parlant, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point en fait ce projet s'inscrit dans la continuité de ce que dans le livre j'appelle la dynamique de l'inachevé enchaîné. C'est-à-dire qu'on a ici toute une liste de villes nouvelles, et encore il en manque. Il manque celle portée par le président Moubarak à l'époque qui s'appelait Medinat al-Mustakbal, donc la ville du futur, dans les années 90, dont l'objectif était le même, une nouvelle capitale administrative, à l'image d'un gouvernement moderne, etc. Avant Moubarak, il y a eu Nasser, il y a eu, pardon, Sadat, qui a lui-même tenté de planifier Sadat City dans son gouvernorat d'origine, Kaloubiya, échec total urbanistique, et puis Nasser lui-même, qui lui est arrivé dans une ville moins étalée et qui a aussi pensé Madinat Nasr, qui porte son nom, qui est aujourd'hui une grande banlieue du Caire et qui est plutôt fonctionnelle, mais qui l'a pensé aussi comme un projet de nouvelle capitale administrative à son image, une sorte de fait du président. Donc, et le problème, c'est que quand vous accumulez ces projets qui sont à la fois des projets de décentrement de la ville et qui génère aussi beaucoup d'investissements, c'est que vous finissez par les mettre en concurrence. Et donc, si vous ajoutez en plus, alors on a en plus Héliopolis, qui était la première de ces villes nouvelles construites au tout début du XXe siècle, vous avez là une succession d'entreprises. On ne peut pas les appeler complètement villes nouvelles, car elles n'ont pas été finalement occupées comme elles auraient dû l'être, qui produisent cette sensation un peu d'inachevé enchaîné. Donc ça, c'est pour le contexte général. Et d'ailleurs, ça montre bien, puisque aujourd'hui, vous voyez l'emprise de ce nouveau projet de nouvelle capitale. C'est très compliqué aussi. Le remplissage est très compliqué. Il y a eu certaines mesures coercitives imposant à des ambassades, c'est sorti dans la presse, de déménager depuis le centre du Caire jusqu'à cette nouvelle capitale. Ça montre bien là aussi la fébrilité à remplir. Mais on le comprend en remettant ça dans le contexte des différents projets. Et alors, pour aller cette fois à l'échelle du projet, cette fois-ci, on peut repasser. Et là, pour voir, pour légitimement, en tant que géographe urbaniste, s'estimer, enfin, se dire un peu déçu du projet, qui est un projet, effectivement, tu parlais de zonage, qui est un peu le degré zéro de l'urbanisme. En tout cas, c'est critiqué depuis les années 60, le principe du zoning, parce qu'on a bien vu que ça cloisonnait, que ça. Donc, le principe du zoning, si vous voulez, c'est attribuer à une zone une fonction particulière sans forcément penser l'articulation entre toutes ces zones. Donc, c'est ce qu'il ne faut pas faire en urbanisme, en tout cas depuis les années 60. Ici, c'est ce qui est refait à plein, mais en fait, pour comprendre le retour du zonage dans ces grands projets urbains, la nouvelle capitale n'est pas le seul, les Émirats aussi s'en donnent à cœur joie, il faut repasser par la rationalité économique ou par le nouvel esprit du capitalisme urbain, qui est une forme de franchisation du territoire, ou qui consiste à accorder au foncier un statut particulier, mais pas seulement un statut, pas seulement une fonction urbaine, mais un statut souvent fiscal particulier. C'est-à-dire, en gros, diviser le gâteau en plusieurs parts et en fonction des investissements possibles, attribuer au foncier un rôle particulier. Un rôle particulier, c'est le principe de la zone franche. Donc en fait, ça, c'est pas tant du zoning qu'une ville-zone franchisée dans laquelle le pouvoir va venir ici voilà, s'installer dans certaines zones, dans l'autre, les partenaires chinois, dans une troisième, d'autres partenaires, avec à chaque fois des statuts fonciers très très particuliers. Voilà ce qui explique en fait le retour à une vieille pratique un peu poussiéreuse en urbanisme, qui est le zonage par le foncier en fait, qui est ici en plus propriété de l'armée, donc il en fait un peu ce qu'il veut, par le foncier qui revêt des statuts très très particuliers. Puis la question qui se pose aussi, c'est celle un peu du lien social, en fait, dans un espace comme celui-ci. Où se créent, où se mélangent les gens, où crée-t-on du lien social. En France, on discute beaucoup en ce moment des conséquences de la fermeture. On parle des bars tabac qui sont liés à la montée de l'extrême droite. On peut s'interroger sur les conséquences de villes de solitude et de villes de consommation sur le lien et puis d'éventuels mouvements sociaux par la suite. C'est l'impensé, c'est-à-dire que cette ville n'est pas pensée pour ça. La première livraison architecturale a été un palais des congrès
plutôt voilà, plutôt propice au spectacle d'apparat du gouvernement, mais c'est pas un lieu de la pratique sociale. La future coulée verte et les oasis, vous pouvez survoler via Google Earth le projet, vous verrez qu'on est encore très loin du compte. Donc c'est absolument pas le projet. Et c'est-à-dire que de deux choses l'une, soit vous parvenez à attirer malgré tout les populations par des mesures donc incitatives ou coercitives, en les forçant à bouger pour ne plus qu'ils soient embêtés ou en accordant des tarifs d'accès à la pierre plutôt avantageux, soit bah, finalement vous ne vous préoccupez pas du remplissage démographique de ce nouveau projet et vous considérez que il est probablement voué à l'échec puisque aujourd'hui, si vous additionnez la surface donc occupée par ces villes nouvelles dont on a vu la succession sur la carte dans le désert du Caire, vous avez donc plus de la moitié de la surface urbanisée du Caire. Et dans cette moitié de la surface urbanisée du Caire ne vit euh, que moins de 15 à 20% de la population du Caire. Ça montre bien qu'il y a une dissociation ici entre la surface dédiée à l'urbanisation, par type, par nouveau projet ou par projet de ville nouvelle ou de nouvelle capitale, et puis la grande densité égyptienne et kérote qui se concentre dans les quartiers informels, près du bassin du Nil, etc., dans les terres plutôt irriguées. Et donc il y a une déconnexion de plus en plus. Et ce projet vient assumer, renforcer encore plus cette déconnexion entre la planification par le haut et puis l'organisation, je dirais, de la société urbaine par le bas, puisque ce projet ne répondra pas aux attentes de cette majorité démographique. Et puis je crois que j'avais mis aussi une troisième photo, mais c'est peut-être celle-là que tu souhaitais aller, pour montrer quand même que, ne pas être complètement fataliste, et j'avais souhaité mettre un petit peu proposer un peu ce diptyque de deux infrastructures routières. Donc, à gauche, c'est une des premières autoroutes qui a été construite pour mener, donc, avec force développement infrastructurel, énergétique, pour mener à cette nouvelle capitale. Et à droite, c'est une bretelle, donc la route que vous allez, c'est une bretelle d'accès à la rocade du Caire, que vous voyez en hauteur, hein, à gauche de la photo. La rocade du Caire, Dairi, qui est une infrastructure majeure dans le fonctionnement de la capitale du Caire aujourd'hui. Et cette bretelle d'accès a été aménagée par les habitants de ce quartier, qui s'appelle Moutamadia. Après la Révolution, ça faisait 20 ans qu'ils demandaient une bretelle d'accès au quartier. Mais c'est un quartier autoconstruit, informel, et le gouvernement leur avait dit non, vous ne méritez pas votre bretelle d'accès à la rocade. De toute façon, la rocade va vous invisibiliser et vous allez au mieux déguerpir de vous-même, au pire on vous aidera. La révolution a permis, ce grand moment un peu de, voilà, de flottement, de fluidité politique, a permis aux habitants de se mobiliser, de collecter des fonds, de louer des engins de chantier et de terrasser eux-mêmes et de faire cette bretelle d'accès. Ça n'a pas été fait qu'une seule fois au Caire, ça a été fait 4 fois, dans 4 quartiers différents. Donc des liaisons entre les quartiers informels populaires. À droite, dans le quartier de Moutamadia, vous avez probablement 400 000 ou 500 000 habitants, hein. Ce sont ces densités, on parle de ces densités-là, hein, très très denses dans cette partie du Caire. Cette bretelle a permis de désenclaver ce quartier. A permis aux gens d'éviter de risquer leur vie en traversant la rocade à pied et puis donc en regagnant très rapidement cette infrastructure. Et donc c'est intéressant d'opposer à la folie infrastructurelle, je dirais, du président actuel à travers ce projet de nouvelle capitale, aussi en quelque sorte une forme de modernisation par le bas, infrastructurelle également, qui fait faire à des habitants ce qui jamais ils ne devraient avoir à faire dans leur vie, c'est-à-dire produire une bretelle d'accès à une rocade à 4 endroits différents de l'agglomération du Caire. Et ça n'a pas été rasé, ça n'a pas été effacé par l'armée, et ça a produit donc des effets sur 4 quartiers peuplés de plusieurs centaines de milliers d'habitants en termes de désenclavement. Même les prix de l'immobilier informel ont augmenté suite à l'aménagement de cette voirie. Et le gouverneur, on est dans le gouvernorat de Giza, est même venu inaugurer en installant un poste de police à l'entrée et en mettant un panneau de signalisation. Alors, vous me direz, bon voilà, on est là probablement dans 2 villes différentes. Les infrastructures démentielles à gauche, qui produisent aussi leurs dégâts, hein. Par ailleurs, il y a une partie de la Cité des Morts, vous savez, ce quartier cimetière copte habité donc par la minorité copte au Caire, qui a été rasé pour produire de nouvelles autoroutes.
Et en même temps, il y a encore aussi peut-être ce que moi je vois comme quand même les traces aussi de cette dynamique révolutionnaire urbaine. On n'est pas sur la place Tahrir, mais on est dans les quartiers informels. Et cette dynamique révolutionnaire urbaine a permis de réaliser quand même ces petits aménagements, pas si petits que ça, hein, du point de vue des effets qu'ils peuvent avoir. Donc voilà un peu pour contraster et puis pour revenir à ce que tu disais, c'est-à-dire voilà, cette confrontation que l'on peut lire encore dans l'espace urbain entre, encore une fois, la planification par le haut et puis l'expérience urbaine quotidienne par le bas. Il y a un autre espace si on prend l'image suivante, c'est le mall, enfin, la mollification. Tu parles d'un processus de refondation urbaine dans laquelle la ville est absorbée pour être mise sous cloche. Et donc, ce serait intéressant d'analyser un peu ces nouveaux espaces et puis surtout les formes de culture urbaine qui émergent dans ces espaces et en réaction à ces espaces. Ah, pardon. Oui, là aussi, il y a deux regards possibles sur le mall. Donc là, on est à Koweït, dans un mall qui s'appelle The Avenues, et qui, sans le cacher, cherche vraiment à reproduire la ville dans son entièreté. Donc on a des avenues, des quartiers, des districts, etc. Toute l'imagerie urbaine est réutilisée pour produire ce mall, qui est l'un des plus grands, je crois, après Dubaï du Moyen-Orient. Euh, donc, il y a deux regards possibles. Bon, le premier, peut-être un peu rapide, sur les environnements urbains aseptisés, privatisés. Donc voilà, recréation de la ville dans un espace contrôlé, aseptisé, privatisé, etc. Bon. Moi, j'ai pas souhaité m'en tenir à cette lecture-là des choses parce que ce que j'ai vu, et je crois que j'ai mis aussi la carte pour, on est toujours au Koweït dans l'image suivante. Voilà, j'ai mis une carte que j'ai reproduite dans le bouquin, qui est une carte. On n'est pas très loin en réalité, un peu plus au sud du grand mall The Avenues. Et ça, c'est un quartier dans lequel ont été construits une dizaine de malls, mais des petits malls, pas des malls de l'envergure de The Avenues, etc., avec moins de prétention. Et en fait, j'ai vu à quel point l'objet mall était devenu un objet banal en réalité du développement urbain. Vraiment l'élément moteur de l'aménagement de nouveaux quartiers. Et là, on n'est pas à The Avenues, on est dans quelque chose de de très logique pour la population. C'est-à-dire qu'il y a le mall plutôt destiné aux Bédouins frontaliers entre le Koweït et l'Arabie Saoudite, le mall où ont plutôt leurs habitudes les immigrés indiens, l'autre où vont la jeunesse, où va plutôt la jeunesse urbaine de Koweït. Et donc moi, j'ai revu un processus qui m'avait aussi intéressé quand j'ai commencé mes études à Sana, qui est le processus aussi de dynamique liée aux espaces des souks, un processus d'accumulation, de spécialisation, etc. Et alors, analogie peut-être un peu limite, vous me direz, mais en tout cas, c'est important, je pense, de reprendre aussi ou de regarder le mall pour ce qu'il est complètement dans l'urbanisation de ces agglomérations. Même dans une ville du Golfe, on ne peut pas le limiter. C'est pareil pour Dubaï, on ne peut pas le limiter à la piste de ski donc du Mall of the Emirates, qui est un peu caricatural. Le mall est devenu un objet ordinaire, un objet, donc tu le disais aussi, de récréation de culture urbaine. C'est vrai que dans des villes où les espaces publics manquent, c'est dans ces espaces qu'on va venir aussi voir un certain nombre de choses, de renouvellement du lien social. Ma collègue Laura Assaf l'a montré très bien pour les malls d'Abu Dhabi. Moi, à Sanaa, avec mon camarade Guillaume, nous avons vu naître le Markaz El Libi, le premier mall de Sanaa, avec financement libyen, qui était aussi un espace très prisé de la jeunesse urbaine, qui pouvait se rencontrer comme elle ne pouvait pas le faire dans d'autres lieux de la ville. Donc voilà, regardons-le, même s'il est privatisé, sécurisé, etc., regardons-le quand même aussi dans sa diversité, dans sa complexité, en ce qu'il absorbe la ville, pour le meilleur et pour le pire, au détriment peut-être voilà, d'espaces publics au sens où on l'entendrait, donc pour le pire. La ville franchisée ou la ville privatisée, c'est pas forcément idéal, mais aussi pour le meilleur quand il résulte de logiques plus organiques, je dirais, plus endogènes, à partir de petits investissements et qu'il crée comme ça des quartiers, des quartiers entiers modifiés. Alors, voilà, tentative comme ça de conceptualisation de cette dynamique plus ordinaire des malls. On va regarder l'image suivante et là, on est dans l'actualité. On voit pas très très bien, mais c'est la tour.
Burj Al Arab à Dubaï, qui est touché par des débris d'un drone iranien qui a été intercepté à quelques mètres. Et donc, on a vu que les villes du Golfe ont été particulièrement affectées et leur économie par la riposte iranienne contre les intérêts américains et leurs alliés dans la région. Euh, Ça a aussi illustré la répression du pouvoir de ces pays-là contre les journalistes et contre la liberté d'information. Dans quelle mesure ces frappes et ce qui se passe dans la région, ce qui touche l'urbanisme de manière assez forte, risque d'ébranler le modèle dont on a parlé pendant une heure ensemble? Oui, alors Ouais, bon, pas de boule de cristal, ouais, mais c'est vrai que j'étais quand même très surpris de voir que la première image des attaques sur Dubaï, c'était celle-là, en fait. ouais. Et c'est celle qui va rester, et c'est pas rien, parce que ça a été, donc Burj Al Arab, ça a été quasiment le symbole de la ville émirat tout entier pendant, je dirais, 2 décennies. C'était un hôtel de luxe, premier hôtel 7 étoiles au monde. Donc Dubaï aussi a joué hein, sur cette réputation un peu borderline, extravagante, etc. Et, plus qu'un hôtel et un immeuble, c'était des pins, c'était des autocollants sur toutes les voitures, c'était la boule à neige que vous rameniez de Dubaï il y a 20 ans. C'était vraiment l'icône de la ville, du modèle tout entier. Euh, alors, il y en a eu d'autres depuis. Et c'est vrai qu'il y a Burj Khalifa qui est la plus haute tour du monde, donc, qui, sur les pins, a remplacé un peu Burj Al Arab. Mais quand même, quel crédit porter à ce modèle qui a été incarné par cet édifice pendant des années. Ça, personne ne peut le savoir. Ce qu'on sait, c'est que Dubaï a les reins solides, les Émirats Arabes Unis ont les reins solides, les Émirats Arabes Unis pourront réparer les dégâts. Les dégâts qui sont a priori plus importants que celui-là, sur les usines dessalement, sur les infrastructures, Jebel Ali, euh, plus grand port en eau profonde du monde, sur l'aéroport. Dubaï va réparer cela. Mais l'attaque faite à ce crédit international, à cette réputation forgée à partir de quelques icônes urbaines de ce type, là, effectivement, on a bien du mal à dire quel effet ça aura à long terme. Et c'est très important, je pense, cette idée du crédit, hein, crédit international, qui a aussi une acception trivialement économique à travers l'immobilier, le crédit immobilier. Je crois. Il y a là quelque chose, effectivement, une notion qui vient, qui vient un peu symboliser cela. Donc, c'est une atteinte au crédit plus que le dégât et à la réputation internationale. Dubaï s'est vendu comme une ville-monde, a proposé une offre urbaine mondiale à partir notamment de la promotion de cette architecture extravagante, etc. Je me demande combien de temps voilà, cette image va rester dans les esprits et dans quelle mesure, sans, euh, sans rien présager des capacités de rebondissement de ces villes, etc., mais dans quelle mesure ça va pas quand même un peu, effectivement, atteindre durablement l'image et le modèle. Une dernière question. Bon, il est difficile de parler du monde arabe, du Moyen-Orient, sans évoquer les guerres et l'autoritarisme, malheureusement. On sait que les villes de la région certaines sont très marquées par les conflits. Ben, on pense à Bagdad qui est avec des murs un peu partout. Pareil pour la Palestine, les impacts de balles dans des villes comme Beyrouth, par exemple. Et puis, il y a la notion d'urbicide qui est assez importante ces derniers temps, ça a été utilisé pour parler de Gaza, pour parler de Mossoul, d'Alep. Et donc, dans quelle mesure est-ce que les conflits ont modelé ou remodelé les villes de la région? Tu as raison aussi de ramener, ou en tout cas de relativiser ces atteintes au crédit. Euh, bon, c'est pas comment les choses peuvent évoluer et il faut suivre de près aussi ce que ça produira dans les villes du Golfe. Mais voilà, il y a ailleurs dans la région, qui sont des villes sur lesquelles moi j'ai pas directement travaillé, situations bien plus préoccupantes, de villes totalement dévastées. Urbicide, ça veut dire en fait tout simplement que toutes les ressources qui permettaient à la ville d'être ville sont atteintes ou sont à terre. Donc la ville ne peut plus exister dans son fonctionnement économique, social, politique, etc. Euh, mais donc ça, ce sont les cas extrêmes, bien entendu. Mais au-delà de ces cas extrêmes, ce qu'il faut aussi, peut-être pour regarder la région plus largement, voir aussi que dans des pays comme le Liban, qui sont en permanence, ou pour l'instant, on ne parlera pas d'urbicide, mais qui sont en permanence soumis à des conflits, aujourd'hui des migrations forcées, etc. Dans quelle mesure on n'assiste pas aussi à ce que certains, je pense à Eric Verdaille notamment, qui a regardé les services urbains, l'électricité, etc., ce qu'il appelle lui une démodernisation, c'est-à-dire quelque chose finalement, un processus à l'envers,
où finalement tout ce qui a été entrepris par les réformes, par les pouvoirs, etc., est en train ou voilà, est en déliquescence en quelque sorte. Et donc on a donc même dans des scènes moins directement exposées, on a aussi des situations de, euh, euh, de très tendues où finalement les ressources de la ville sont aussi directement menacées. Et puis, à l'autre bout du spectre, voir aussi à travers la reconstruction, puisqu'il en est parfois question, déjà en Irak, etc., voir aussi en Palestine, notamment, on a vu circuler les projets de Riviera, de Trump, etc., des cabinets McKinsey. Là aussi, il y a, à chaque fois qu'on assiste à des formes d'attaques programmées sur la ville ou de démodernisation urbaine, des, op- des réactions opportunistes justement de rappeler qu'on a encore les moyens de projeter une modernité à partir d'une tabula rasa, à partir de Grava. Et là, McKinsey et Trump, visiblement, savent le faire. Mais je terminerai en disant, pour revenir aussi au Golfe, que même euh, sans aller aux situations palestiniennes, syriennes et irakiennes, dans le Golfe, on a connu une guerre avant celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est la guerre, c'est l'invasion des troupes du Koweït par les troupes de Saddam, une guerre de 6 mois. Et quand on voit le Koweït, quand on circule au Koweït, quand on parle aux Koweïtiens, on voit à quel point c'est encore très vif. C'est-à-dire que 30 ans, c'est rien, ça n'efface pas la mémoire de la guerre. Par ailleurs, après cette guerre, les investissements au Koweït, le Koweït a connu une crise économique. Ce sont aussi les effets, les conséquences de conflits avec une forme de prudence, etc. La mémoire est vraiment vive aujourd'hui. La génération qui a vécu ces années est encore traumatisée par ces années. Il y a un lieu au Koweït qui est l'île de Failaka, qui se situe vers l'Irak, qui est le théâtre d'un siège de bombardement qui est resté en l'état, avec des bâtiments criblés de balles, des véhicules de l'armée, etc. Donc tout ça rappelle que même un, entre guillemets, conflit réglé en 6 mois, avec quand même des dégâts importants sur le territoire koweïtien, 30 ans après, la mémoire est encore là, les traces de la guerre sont encore là. Donc la liste, tu le disais, la liste des pays et des villes désormais concernés par la conflictualité dans le monde arabe ne cesse de s'allonger. Et désormais, il faut y ajouter aussi ces villes du Golfe. Et on voit que ça peut, les traces et la mémoire vont être là pour très longtemps avant même d'évoquer les possibles reconstructions ou réparations. Merci beaucoup. Merci, Kevin. On va laisser le public nous poser des questions s'il le souhaite, ou les personnes dans le chat. Merci beaucoup déjà pour ce dialogue, cette discussion là très intéressante. Moi, j'avais une question. Vous avez dit une phrase très percutante qui était ne fais pas Dubaï qui veut. Et donc, ma question portait sur la réplication de ce modèle-là, de ce territorial branding, comme on dit parfois pour parler de Dubaï, dans le reste des pays voisins finalement des Émirats. Est-ce que c'est si facile que ça? Parce qu'on voit d'autres pays voisins comme les Émirats, l'Arabie Saoudite ou alors le Koweït, le Qatar essayer de répliquer un peu là ce modèle-là. Voilà, ça marche pas forcément. Qu'est-ce qu'on peut dire ça et qu'est-ce qu'on peut dire de ça et voilà, quelle est la secret sauce finalement de Dubaï, si je puis dire ainsi. C'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a des effets de mimétisme. Le magnifique chercheur égyptien Yasser El-Cheshtaoui a même parlé en premier de dubaïsation pour justement montrer, il y a déjà une vingtaine d'années, à quel point tout le reste de la région cherchait à singer, à copier le modèle. Donc, encore une fois, je l'ai dit, c'est parce que l'idée s'est diffusée dans la région qu'il y avait là un relais. Il y avait là, à travers l'urbanisation et toutes les économies qui s'y agrégeaient, un relais de développement économique nécessaire du fait de la diminution de la rente, ou en tout cas diminution forcée par les réglementations internationales à venir, puisque les Émirats ont eux-mêmes décidé qu'en 2050, ils feraient zéro émission. Bon. Donc, donc il faut y aller. Et cette idée s'est diffusée comme Dubaï l'a fait, d'autres pourraient le faire. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans la région, on dit par exemple que ce qui se dit un petit peu dans cet esprit un peu à la fois de complémentarité et de concurrence dans la région, parce que finalement tout le monde se regarde un petit peu, que Koweït avait un passé, Dubaï un présent et Doha un futur. Donc on a considéré comme ça qu'il y avait un moment pour chacune et que Koweït avait dépassé ce moment. C'est la première hein, justement avoir eu recours comme ça, je dirais une architecture un peu importante. Donc c'est la première aussi à avoir, en tout cas,
au même moment que l'Arabie Saoudite, avoir exploité ses hydrocarbures et avoir réinjecté son argent donc dans l'architecture, dans l'urbanisme. Et dans les années 50, 60, 70, c'était effectivement à Koweït que l'effet Dubaï, il avait lieu à Koweït. Dubaï a pris le relais, a dépassé un petit peu les Koweïtiens, qui eux, en plus, ont eu le malheur de s'exercer à la démocratie, entre guillemets, avec une monarchie parlementaire. Parlement d'ailleurs qui a été dissous en 2024, nouveau virage autoritaire au Koweït donc avec cette expérience monarchie parlementaire qui disparaît. Je dis ça parce que on dit qu'au Koweït, c'est le Parlement qui a bloqué justement tous les grands projets que les émirs auraient bien voulu faire pour rester un petit peu à la page, pour rester à l'avant-garde, pour ne pas se faire détrôner par Dubaï. Et au Parlement koweïtien, on disait, mais non, ça ne servira pas les intérêts de la nation koweïtienne, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Donc vous avez des projets, le projet de Silk City, de la ville de la soie, qui n'a jamais vu le jour au Koweït, parce que, donc, Koweït est resté un petit peu à la traîne. Là, c'est le moment de Dubaï, et puis on parlait de l'avenir de Doha au moment où Doha s'est lancé dans l'organisation de la Coupe du Monde, etc., et avait investi. Donc il y a quelque chose qui tourne, vous voyez, un peu dans la région, qui explique aussi un petit peu qu'on se regarde, voilà, qu'on se copie, que les modèles un peu circulent. Et puis votre question sur, alors encore une fois, ce qui a été possible à Dubaï et ne l'est pas ailleurs. Je crois que ce qui est possible à Dubaï, c'est permis par Abu Dhabi. Là, il faut encore une fois rappeler que sans Abu Dhabi, Dubaï ne serait probablement pas remise de la crise financière. Il y a eu beaucoup d'entreprises en faillite, etc., de projets abandonnés. Et Dubaï n'a pas de pétrole. C'est 1% du PIB de Dubaï, les hydrocarbures sur le territoire de l'Émirat de Dubaï. Donc, Abu Dhabi a rendu ça possible, a rendu possible cette diversification économique et ce modèle très particulier. Donc quand vous n'avez pas ça derrière, c'est-à-dire le soutien financier et politique d'une fédération, d'un État puissant, eh bien parfois ça peut, comme au Koweït avec l'exemple voilà, du blocage parlementaire, ça peut aller à la stagnation ou en tout cas à l'échec. Nous verrons pour Doha, qui est plus petite. Je pense que cet effet de mimétisme a fonctionné aussi sur Mohamed bin Salman en Arabie Saoudite, qui donc a lancé cette grande vision pour son territoire et qui s'est dit un jour pourquoi pas nous, bon, ce qui lui vaut aussi quelques dissensions avec les oulémas wahhabites, etc. Parce que produire ce genre de ville nouvelle, c'est faire venir le monde entier. Hein, donc, et ça, c'est quand même assez nouveau pour l'Arabie Saoudite. Donc, je crois que voilà, ça a pu aussi, cette image, ce modèle Dubaï a pu prendre un petit peu sur la personnalité de MBS, et avec ses limites, c'est-à-dire que trop vite, trop fort, trop lui. Et là, visiblement, bon, il n'y a pas non plus la possibilité de reproduire, de dupliquer à l'envi un modèle qui est encore une fois euh, circonstancié, qui s'explique par des logiques particulières, même si de loin on a l'impression que tout se ressemble, que Dubaï, Doha, Koweït, etc., que tout ça se ressemble. En réalité, voilà, au-delà de la skyline, les logiques ne sont pas tout à fait les mêmes. Donc Mehdi qui dit, je vis et je fais mes recherches en géo du patrimoine sur Doha au Qatar sur le processus de patrimonialisation en lien avec la modernité. J'aimerais savoir quel était son regard sur la question du patrimoine à Doha, sélectif et hiérarchisé parfois et parfois en tension avec cette modernité urbaine. Ici, on cherche en permanence à se démarquer de Dubaï. Ah, très, très bonne question. J'espère que Mehdi, que nous aurons l'occasion d'échanger plus longuement, parce que votre sujet m'intéresse beaucoup. Deux choses. Je pense que euh, ce qui se passe aujourd'hui autour du patrimoine, et plus largement du réinvestissement des traditions, est peut-être la forme la plus exacerbée de modernité visible dans ces villes, celle qui en dit le plus sur ce que ceux qui pensent ces projets cherchent à faire ou la façon dont ils cherchent à se montrer aux autres. C'est-à-dire, les immeubles, les tours d'un kilomètre, tout ça, c'est derrière. C'est passé, c'est le crédit international de ces villes, c'est passé. Désormais, l'engouement que suscitent les projets de reconstitution urbaine, comme celui de Heritage Village que j'ai montré au Koweït, qui a pris l'eau, comme celui donc à Doha, j'ai pas cité le nom de ce quartier, c'est le Souk Waqif, donc qui a été reconstitué de toutes pièces en lieu et place de ce quartier ordinaire de l'économie transnationale du Qatar. Mais Dubaï aussi. Pensons à, par exemple, Bastakia, Bastak, d'ailleurs, qui vient un nom qui vient de la ville d'Iran, et qui
rappelle aussi les liens des Émirats et de l'Iran. Au fin du 19e, il y avait déjà des commerçants iraniens qui venaient transiter par Dubaï, Bastakia, c'est une espèce de quartier voilà, patrimonial, constitué ou créé il y a 20 ans à Dubaï. Donc, c'est très important de voir ça aujourd'hui. C'est-à-dire que je crois qu'il y a là, en fait, tout le régime d'historicité à l'œuvre, c'est-à-dire régime d'historicité, c'est-à-dire essayer de construire l'histoire, de reconstruire l'histoire après avoir construit le futur. Vous voyez, c'est un peu alambiqué, mais c'est ça en réalité, hein, toute l'histoire de l'avant-garde urbanistique, etc. Une fois que on n'a plus rien à prouver, ben, donner quelques gages quand même en matière de tradition urbaine. Après, s'être employé finalement à les éradiquer, parce que il y a très peu de temps entre l'éradication des quartiers anciens, donc pour faire les tours, etc., et puis leur reconstitution aujourd'hui. Il y a parfois moins de 20 ans, moins de 20, 30 moins de 20 ou moins de 30 ans. Et si vous ajoutez à cela toute la dynamique autour de la culture, au sens large, les musées, l'île musée d'Abu Dhabi, le Louvre, le Guggenheim, etc., qui sont des musées miroirs, comme les appelle Alexandre Caseroni, auteur d'un livre qui s'appelle Le miroir des chairs, justement sur les musées, la création de musées dans le Golfe, qui sont des musées miroirs, qui sont des musées qui sont principalement destinés euh, peut-être à clientéliser quelques élites politiques et culturelles de ce monde, mais aussi à se montrer, voilà, à donner une image qui est l'image finalement de populations et d'acteurs bien à l'aise et avec leur histoire, leur tradition, quitte à ce qu'elles soient un petit peu revisitées. Hein. Dans ces musées, dans ces quartiers heritage et patrimoniaux, il y a beaucoup de choses qui passent à l'as, hein, notamment les liens commerçants avec l'Asie, avec l'Inde, etc. Puisqu'on est là sur la vieille route des Indes. Tout ça est un peu occulté pour promouvoir plutôt l'histoire bédouine, les traditions donc liées au désert, etc. Donc c'est vrai que elle est probablement là la modernité la plus exacerbée, la plus, euh, la plus forte, la plus visible. Hein, c'est ce que disait, je crois que c'est Scott Lash, le sociologue, c'est quand on est vraiment suffisamment à l'aise, ou quand on a suffisamment rompu avec ces traditions, qu'on peut se permettre de les réinvestir, de les faire renaître en quelque sorte. Bah, dans le golf, on est très à l'aise avec cette rupture, puisqu'on a tout, en quelque sorte, tout effacé hein, pour produire ces villes modernes. Donc maintenant, on y revient. Voilà les régimes d'historicité. Donc votre question est très intéressante. Et d'ailleurs, c'est le premier chapitre de mon livre, c'est l'invention de la tradition ou la réinvention de la tradition, avant même d'évoquer donc les projets urbains auxquels on s'attend quand on parle de modernité urbaine dans ces territoires. Et par rapport aux enjeux des changements climatiques, il y a des réflexions à la ville en termes des projets urbains et aussi des pensées plus globales. Alors, ça, c'est une très bonne question. Moi, j'y ai vu une attitude un peu précipitée. Je pense notamment aux Émirats arabes unis qui, il y a 20 ans, a voulu faire la première ville 100% écologique au monde, zéro émission, qui s'appelle Masdar City. Alors, soit ils ont été trop avant-gardistes, soit c'était mal conçu parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Il y avait un système de petits métros automatiques. Tout ça est sous la poussière aujourd'hui. On peut faire un peu d'urbex à Masdar City, voir quand même quelques étudiants qui travaillent voilà, dans quelques startups. Mais ça n'a pas pris. Euh, donc, alors ce qui est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, il y a une solution à tous les échecs dans le Golfe, grâce aux moyens dont disposent aussi les entreprises et les gouvernements. Et aujourd'hui, Masdar, c'est devenu une entreprise d'énergie renouvelable qui passe des contrats avec le monde entier, qui produit des fermes solaires dans le monde entier, en Afrique, etc. Donc on est parti de, ce, de cette injonction écologique où les promoteurs ou le gouvernement aux Émirats y a vu l'opportunité, là encore une fois, d'apparaître à l'avant-garde hein, en matière d'urbanisme écologique, et puis ça marche pas. Mais on recycle économiquement, et donc le business finit par voilà, donner à Masdar une vraie réalité financière. Donc, pour vous répondre, je ne nie pas que c'est une préoccupation, qu'il y a même peut-être certains projets qui cherchent à donner des gages en la matière d'environnement, de faible consommation énergétique. Il y a toute une gamme de projets qu'on appelle Sustainable City à Dubaï, à Abu Dhabi, à Sharjah, etc.
sauf qu'elles sont assez excentrées que pour les construire, il faut faire des autoroutes. Donc, il faut Donc voilà, je ne veux pas empêcher d'y voir, même s'il y a peut-être euh, la conscientisation de la nécessité à changer de modèle, à arrêter d'artificialiser, etc. Je ne peux pas empêcher d'y voir quand même les contradictions aussi dans des modèles qui voilà, fonctionnent avec des logiques usitées, qui sont celles de l'urbanisation du désert, et que finalement, faire un ruban d'autoroute, on sait très bien faire. Même si c'est pas ce qu'on retiendra dans la communication, on retiendra qu'il y a un projet d'éco-quartier avec des petites fermes hydroponiques où vous pouvez ramasser une salade et puis vous vous déplacez en voiture buggy à l'intérieur du quartier. Donc on est là dans cette tentative de créer voilà, de donner des gages. Il y a tout un tas de labels aussi, de architecturaux, urbanistiques, éco, voilà, ou durables. Les Émirats organisent des conférences entières sur durabilité urbaine, etc. Pour l'instant, je demande encore à être convaincu. Je vois plutôt des choses qui ont échoué ou des choses qui finalement font appel aux logiques plus conventionnelles, on va dire, de fabrication de la ville, plus polluantes, plus énergivores. Euh, Même si, du point de vue des infrastructures, à plus grande échelle, il faut regarder, il y a un projet de train aux Émirats, c'est nouveau, il y en avait aussi en Arabie Saoudite. Voilà, on est un peu, je crois qu'on est un peu en train de se chercher, hein, sans se renier non plus, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup de fierté localement à avoir dompté la nature en quelque sorte. C'est urbaniser le désert, même verdir le désert. Et puis il y a une grande confiance aussi dans ce qu'on pourrait appeler le technosolutionnisme, aussi dans ces contrées du Golfe, avec des drones qui ont déjà fait pleuvoir à Dubaï. Donc voilà, ça aussi, c'est... Mais il y a, je crois, la conscience, notamment chez la jeune génération, de la vulnérabilité aussi. D'ailleurs, au-delà de la conscience, il y a eu des inondations monstres à Dubaï il y a 2 ans. Pas de tout à l'égout, donc avec des rez-de-chaussée, des caves, des parkings entièrement inondés, bon, qui ont bien montré aussi les limites quand même du modèle de poldérisation, c'est-à-dire de création d'îles artificielles en permanence, qui fait rentrer l'eau un peu partout, sans système d'évacuation digne de ce nom. Donc, il y a une conscience chez la jeune génération des limites voilà, de ce modèle, limite environnemental, écologique, de ce modèle très énergivore, quoi. Voilà, je réponds un peu peut-être à côté, mais Et en termes de mobilité, en revanche, il y a là aussi une réflexion qui répond soit aux questions de l'enjeu climatique, mais vraiment aux questions du développement de la ville, qui peut être un peu plus sensible aussi aux évolutions de la ville, de ce qui peut être les villes européennes en particulier. ouais. Alors là aussi, Dubaï a tenté de minimiser l'impact de l'étalement. Mais encore une fois, s'il faut faire une villa avec cour pour chaque ressortissant national, et puis des compounds pour tous les expatriés occidentaux, etc., ça prend de la place. Et comme il n'y a pas de limite physique au désert, donc on peut s'étaler. Dubaï a essayé de minimiser en créant un métro sur 40 km de long. C'est pas rien quand même comme infrastructure. Sur fond public, très accessible, emprunté par tout le monde, etc. Mais ça suffit pas. C'est-à-dire que le métro, inauguré il y a déjà une dizaine d'années de mémoire, n'a pas non plus ralenti cet étalement sur plusieurs bandes parallèles au désert. Donc il en faudrait désormais 3 ou 4, si vous voulez, pour ne plus que cette ville dépende entièrement de la voiture. Et dans les faits, on est très dépendant. On est très dépendant de la voiture, on est très dépendant de l'avion. Mais en fait, c'est ça. On ne peut pas s'imaginer tout d'un coup aller vers un modèle de transition vers la mobilité douce dans ces villes, etc. Même s'il y a des buggy électriques et des trottinettes électriques dans chaque petit compound. Le, le- tout existe. Toutes ces villes existent par et pour la mobilité. Mais d'abord, la mobilité internationale. Et le succès de Dubaï, c'est son aéroport. C'est son port, bien sûr. Je parlais des Iraniens il y a un siècle qui venaient déjà y commercer, mais c'est son aéroport et c'est sa position dans la mondialisation. C'est-à-dire que c'est un hub aérien tout à fait fondamental. Regardez encore aujourd'hui les touristes qui annulent leur voyage en Thaïlande parce qu'ils devaient transiter par Dubaï et que ça les inquiète. Donc, quand on fait Burj Khalifa, c'est pour ouvrir Burj Khalifa aux passagers qui vont descendre directement de l'avion, passer de 2 jours et reprendre un avion. Donc en fait, ce rapport à la mobilité par les airs,
au sol du fait de l'étalement, etc., il est total. Donc là, c'est probablement là qu'on aura le plus de mal à aller vers une transition attendue en la matière. Euh, il faudra voir le train, encore une fois, mais tout ça est aussi une culture du déplacement qui doit aussi prendre un peu de temps pour, encore une fois, infuser sur la population générale. Donc on reste sur des modèles très automobilistes, voilà, des villes très automobilistes et très avionistes aussi, très très avionistes. La place des aéroports dans la ville, à Dubaï on en fait un deuxième. Là où devait naître cette City of Arabia, qui n'existe plus que sur papier jauni, on fait l'aéroport Al Maktoum aujourd'hui, qui est censé être le premier au monde hein, devant New York. Donc voilà, voiture, avion, tout ça c'est fondamental. Ce sont les conditions de l'existence de ces agglomérations. Merci beaucoup. Merci Camille. Merci à vous pour votre présence et aux gens en ligne.